On en parle beaucoup, relocalisation de l'alimentation, circuits courts, etc. Dans un pays aussi débatteur et aussi manichéen que le nôtre, hein, séparé de toutes les vertus, va-t-on passer du camp de l'alimentation mondialisée, qui est le camp du mal, au camp du bien, qui est celui de l'alimentation forcément territoriale, locale? La réponse est entre les deux, on s'en doute. On va voir ça avec Damien Conaré et Serge Bonnefoy, que je vous demande d'applaudir. Damien Conaré, vous êtes secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde à Montpellier Supagro. Serge Bonnefoy, vous êtes le secrétaire technique de l'association Terre en Ville. Tiens, je ne sais pas ce qu'est un secrétaire technique, du coup, vous allez prendre le micro. Secrétaire technique, association Terre en Ville, en 2 mots. Terre en Ville, qu'est-ce que c'est? Terres en Ville, réseau avec un S à terre et un S à ville, des terres, des villes, donc une complexité. Réseau d'agglomération, chaque agglomération étant représentée par sa collectivité en charge du projet de territoire et la Chambre départementale d'agriculture, réseau qui à l'origine travaillait sur l'agriculture dite périurbaine. Alors la loi d'avenir agricole de 2014 a introduit les projets alimentaires territoriaux. Comme on est une des industries qui fonctionne le mieux en français, les acronymes, c'est donc les PAT. Vous en pensez quoi? Ça vient chaperonner des initiatives qui ont déjà été prises, et ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'un projet alimentaire territorial, et en quoi ça nous concerne dans cette discussion sur l'alimentation durable? Bien. Un projet alimentaire territorial, c'est un projet sur l'alimentation du territoire, et nous parlons depuis ce matin d'alimentation, de territoire, d'échelle, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une évolution. Si je fais la liaison avec l'agriculture périurbaine des années 80, on sera finalement passé des années 80 aux années 2016, de l'agriculture en passant par les produits locaux, les circuits courts, les circuits de proximité, à l'alimentation. Et ceci signifie que les territoires commencent à s'emparer de cette question agricole, puis de la question alimentaire. Et que là, c'est une évolution de la chose politique et de la société. Damien Conaré, c'est forcément bon, un système relocalisé, un système d'alimentation locale, territoriale? Non, c'est pas forcément bon par nature. Justement, là, c'est l'idée du fameux piège du local. C'est l'idée d'attribuer une qualité particulière à une échelle donnée. Et ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, le local n'est pas bon par nature. C'est une construction, le local. Une échelle, en général, c'est une construction. À des échelles qui peuvent être différentes. On a vu ce matin l'exemple d'un bassin versant. Bon, c'est une échelle qui n'est pas administrative, mais qui est parue opportune à un moment donné. Donc c'est bien une construction avec des acteurs qui vont se fixer un agenda. Et c'est évidemment la nature de l'agenda que se fixent les acteurs qui va rendre ce système plus ou moins durable, plus ou moins juste d'un point de vue social. Et c'est certainement pas l'échelle en soi qui va faire la qualité d'un système alimentaire. Donc c'est effectivement un piège dans lequel il ne faut pas tomber, sinon ça supposerait qu'on tombe dans une forme de localisme un petit peu étriqué ou refermé sur lui-même, ou en l'occurrence, on serait dans un village un peu vertueux d'un entre-soi qui permettrait de développer des choses dans un océan peut-être de barbarie. Donc on voit bien le glissement sémantique qui peut s'opérer quand on parle de local. Donc il faut faire très très attention, parce qu'on part vite dans des notions un petit peu qui peuvent poser problème, notamment dans l'environnement politique dans lequel on est actuellement. Mais du coup, pour s'en prémunir, il y a un concept que j'ai souvent convoqué, mais que je reconvoquerai ici à nouveau, c'est celui de localisme cosmopolite, de cosmopolitan localism, qui était un concept qui a été développé par un chercheur allemand, économiste allemand au début des années 90, et qui appuie sur le fait de garder l'idée d'un localisme ouvert, c'est-à-dire qu'on peut effectivement chercher à enrichir un territoire en particulier, mais toujours garder à l'esprit qu'on est dans un monde composite, qu'on est intrinsèquement lié à d'autres territoires. Et très certainement, en termes d'alimentation, je pense que ce concept s'applique particulièrement bien. L'alimentation, c'est quand même d'abord et avant tout un objet de partage, certes avec les convives, mais aussi plus symboliquement au lointain, avec des producteurs ailleurs, avec d'autres territoires. Il faut peut-être rappeler qu'une des grandes innovations ou alternatives en matière d'alimentation, c'est le commerce équitable. Donc l'idée de pouvoir être en solidarité avec des territoires lointains, des territoires autres, par l'alimentation.
Serge Bonnefoy, on a l'impression que c'est tout nouveau cette affaire, mais en fait pas du tout. Moi je suis ch'ti, je suis né en dessous du bassin minier, j'ai fait mes études à Lille. Il y a toujours eu des jardins. Autour de Lille, il y a toujours eu du maraîchage. Bonduel n'est pas très loin de Lille et de Villeneuve-d'Ascq, de la cité scientifique d'ailleurs. Il y a plein de villes, il y a plein de villes qui ont conservé encore, d'une certaine façon, une agriculture locale. Donc qu'est-ce qui fait que c'est moderne aujourd'hui? Où est la demande sociale? Et en quoi ces villes qui finalement n'ont pas tant changé, corrigez-moi si je me trompe, dans leur alimentation, à tous les sens du terme, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre? Comment on peut bénéficier de cette expérience, de cette continuité finalement? Vous voyez, je trouve que la transition avec ce que vient de dire Damien est intéressante parce que vous introduisez le mot ville. Et on voit bien que si on ne pense local, global, qu'à travers, par exemple, l'économie territoriale ou l'économie des flux, ou à travers l'agronomie, sans penser la matérialité de la ville, des formes périurbaines, on manque quelque chose. Que derrière le local, ce n'est pas simplement une question d'articulation de flux. C'est aussi que l'alimentation, pour reprendre Kevin Morgan, dessine l'assiette de la ville, quelque part. Et la ville, maintenant, c'est un patchwork d'espaces bâtis, d'espaces non bâtis. La ville, c'est à la fois périurbanisée, et pour reprendre le mot de Joël Salomon-Cavin, elle s'est agrarisée ou agricolisée. Il y a un retour de la nature en ville, du vivant en ville, de l'agriculture en ville. C'est deux mouvements qu'on a tendance à confondre à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'au-delà de cette question-là, il nous faut penser les rapports entre alimentation-ville, entre agriculture et ville, en quoi ils se sont transformés depuis ces 50 dernières années. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement parlé de distribution, de commerce, en fait. On n'a pas tellement parlé de localisation du commerce. On sait que pendant très longtemps, les schémas de développement commerciaux étaient quelque chose d'essentiel dans la régulation de la politique des agglomérations. On a peu parlé de planification stratégique ou de food planning. Donc, on voit bien que c'est une question, encore une fois, d'une complexité forte et qu'à l'heure actuelle, la place que joue l'agriculture dans sa relation avec cette nouvelle ville, cette ville dont les géographes disent qu'elle n'a jamais été tant dédensifiée. On parle d'un développement urbain, mais dans des considérations, dans des périmètres de territoire qui n'ont jamais été aussi dédensifiés qu'à cette époque-ci. Donc, je crois que là-dessus, il y a plusieurs fonctions pour l'agriculture dans la ville. Il y a d'énormes enjeux de l'alimentation dans le territoire qui ne sont pas que des enjeux d'accessibilité sociale, de nutrition santé ou d'économie agricole et alimentaire. Et c'est cette complexité d'enjeux qu'il faut prendre en compte. Et à vous écouter, je n'étais pas très longtemps à une université sur les Alpes, à Megève, où il y avait une typologie de l'évolution du tourisme de la montagne. Et je me demande si le choix politique, la régulation politique, c'est pas de choisir dans finalement une articulation, un ensemble de certaines façons dont les habitants se représentent à un temps donné les différents types d'alimentation. Et finalement, le choix politique est une construction sociale, tout en tenant compte de tout ce que l'on a dit aujourd'hui. Damien Conaré, cette agriculture locale sera forcément, voire même l'agriculture tout court, décidée par les métropoles, par les villes? Est-ce que ça risque pas, si c'est bien le cas, de creuser le fossé entre les métropoles et cette diagonale, cette double diagonale du vide, de gens qui se sentent exclus de tout et qui verraient l'agriculture finalement décidée par les métropoles qui en sont si loin? Oui, alors, on peut peut-être même renverser la question. C'est-à-dire que jusqu'alors, les métropoles, justement, n'ont pas décidé beaucoup à des échelles de gouvernance l'avenir de l'agriculture. On semble s'acheminer vers une inversion, justement. Alors on peut effectivement envisager, on n'y est pas encore, mais on peut tout à fait envisager, ce serait pour le coup intéressant, que justement des villes ou des collectivités territoriales s'engagent plus avant dans les processus de gouvernance, là où se décident justement les politiques agricoles et alimentaires. Donc on peut penser, pour ce qui nous concerne à l'échelle européenne, la définition de la politique agricole commune. Et on pourrait tout à fait appeler de nos voeux que les villes ou les collectivités locales jouent un rôle plus intense dans la définition des politiques agricoles, de la politique agricole commune. Et à ce titre, il y a au moins deux initiatives intéressantes. Une première qui est de l'IPES Food, on a vu Olivier de Schutter intervenir ce matin,
qui lance une dynamique, un travail, un processus sur l'idée de monter une politique alimentaire commune. Donc les mots ont du sens, et il s'agit justement de mettre l'alimentation au cœur du débat public européen, et donc pour ça, faire venir des parties prenantes qui, en général, ne participent pas à une négociation qui est normalement interétatique, parce que ce sont les États qui négocient. Donc là, de faire venir du coup des nouveaux acteurs à la table de négociation d'un sujet qui les concerne très directement. Serge Bonnefoy. Oui, dire que le mouvement s'accélère. On a vu le mouvement sociétal, y compris l'action publique, ne serait-ce que parce que les agglomérations et les métropoles sont en train de se fortifier en quelque sorte. Je ne veux pas citer Pierre Vels ou Laurent Davzy, ce qui est dit d'économie mondiale et du rôle des métropoles, mais on voit bien, en prenant un exemple concret, le ministère de l'Agriculture a lancé un questionnaire de préfiguration sur les pâtes. On vient de les traiter pour en tirer des enseignements pour l'élargissement de notre réseau national sur les projets alimentaires territoriaux lundi. Quand on traite les 100 réponses au questionnaire des pâtes, on voit que une vingtaine d'agglomérations se lancent dans ce type de politique, qu'elles en ont une vision transversale, multichamp, et qu'elles en ont généralement une vision de co-construction. Et on revient au Nord-Pas-de-Calais, et là ça vaut pour les agglomérations, mais comme pour les territoires périurbains ou sous influence urbaine. Il y a dans le Nord-Pas-de-Calais, l'ancien Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord notamment, il y a une sensibilité à une question alimentaire complexe, souvent prise à travers l'accessibilité sociale, la nutrition santé, pas uniquement par rapport à l'approvisionnement de l'agriculture. Et là, on voit bien que cette histoire de liaison entre agriculture, bassin minier, ville, périurbain, produit une manière de poser une question dans sa transversalité. Damien Conaré, comment on fait du local, du territorial? Quels sont les leviers pour les collectivités? Il leur faut quoi? Du foncier ou simplement du courage? Il leur faut des pouvoirs que l'État ne leur attribue pas? Je pose la question d'ailleurs à vous deux. Est-ce qu'on peut imaginer dans la réforme territoriale, c'était la loi NOTRe, est-ce qu'on peut imaginer donner aux régions une responsabilité en matière de... Alors, politique agricole, on y est un peu avec les subventions du pilier 2 qui sont maintenant gérées par les régions, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à une responsabilité alimentaire des régions ou des agglomérations? Mais sur quel levier on peut agir pour développer, quand on est chef d'une agglomération, une agriculture un tant soit peu locale? On l'a vu ce matin avec l'exemple de la métropole de Montpellier, un certain nombre de leviers effectivement qui existent. Donc le foncier, ça c'est un des plus évidents. Évidemment, les appels d'offres publics est un des leviers probablement le plus important pour gérer et structurer et consolider des filières agroalimentaires à l'échelle de son territoire pour la restauration collective. Bon, il en existe bien d'autres. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quelle mesure, je pense, et c'est ce qui était aussi un petit peu indiqué ce matin, c'est-à-dire est-ce que la masse de ces initiatives finit par faire poids, c'est-à-dire finit par peser ou non? Et de ce côté-là, on peut peut-être s'intéresser par exemple à une initiative un peu récente là, de réseau de villes qui s'appelle le Pacte de Milan. C'est plus de 130 villes qui se sont réunies pour réfléchir à une plus grande durabilité des systèmes alimentaires sur leur territoire. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que demain, peut-être que ce pacte de Milan peut être un objet justement de lobbying pour peser sur la définition de politique à des échelles plus internationales et permettre du coup à toutes ces villes de peser, encore une fois, oui, dans les négociations internationales. Peut-être à l'instar de ce qui s'est passé sur le climat, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des réseaux de villes constitués, des coalitions de bonne volonté de villes qui finalement avaient pris des engagements en termes de réduction de gaz à effet de serre qui étaient certainement plus élevés pour certaines que ce que faisaient les États nationaux. Donc tout à fait, penser que demain, des villes soient dotées de nouveaux pouvoirs pour gérer leur alimentation localement serait une bonne idée. Une bonne idée, certainement. Ouais. Oui, à rajouter à ce que vient de dire Damien, qu'on a deux types de régulation en quelque sorte. La ville, la commune et l'intercommunalité, on fait comme si c'était deux choses identiques, mais il y a des différences fortes dans la manière de penser dans les compétences en matière déléguée par les communes à l'intercommunalité. Donc première chose. Puis la deuxième chose, la régulation d'une agglomération et la régulation d'une région est tout à fait différente. Au niveau de la région, c'est d'ailleurs souvent au niveau de la région, on arrive à penser filière alimentaire, économie agricole, etc. Alors qu'au niveau du territoire, alors je dis de l'agglomération, mais ça peut être un territoire rural ou un parc régional,
on va penser complexité de l'alimentation et on va penser accessibilité sociale, nutrition santé, etc. C'est pour cela qu'il faut vraiment une articulation entre ces différents niveaux. Mais ça veut dire aussi que l'Europe et l'État, et d'ailleurs c'est un peu en marche quelque part avec ces projets alimentaires territoriaux, reconnaissent le rôle du territoire, une certaine territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation qui ne soit pas une façon de détricoter des régulations nationales européennes. Voilà, l'enjeu est ici, mais si les agglomérations n'ont pas plus investi les métropoles l'alimentation, c'est que pendant longtemps, elles étaient considérées comme une manière de diffuser des normes prises ailleurs aussi. Dernière question pour conclure. On peut marier, articuler une agriculture locale et une agriculture d'exportation? Et comment on le fait? On a toujours l'impression que c'est antinomique, c'est opposé. Serge. Alors, déjà, on peut dire que ça, bien entendu, ça existe. Si je prends une ville qui a une certaine diversification, puis avec un certain nombre de friches agricoles qui est présente dans la salle, enfin une agglomération qui s'est lancée dans un projet alimentaire territorial, Nantes Métropole, on trouve à la fois la mâche nantaise pour le marché parisien et une agriculture diversifiée qui approvisionne en partie sa ville. Donc, après, dans la façon de construire une action publique et une politique, il s'agit là d'un choix politique, en quelque sorte, et de considérer que les outils ne seront pas les mêmes pour développer des circuits courts, une diversification, et pour conforter des savoir-faire technologiques. J'aurais pu dire ça de Perpignan, je peux dire ça... alors, même si les Marseillais sont en train... Enfin, la métropole marseillaise et le Pays d'Arles est en train d'aller vers un pacte en recherchant à relocaliser son agriculture, qui est une exportatrice forte en France, souvent leader sur certains légumes et certains fruits, aimerait la relocaliser sur la métropole, mais on voit bien qu'il va y avoir un certain temps pour construire ce projet-là, et qu'il ne faut pas considérer ça comme une exclusion, d'autant plus qu'on sait qu'à l'heure actuelle, l'approvisionnement par l'agriculture de régions urbaines, en quelque sorte, représente, selon les chiffres des chercheurs, entre 5 à 10% de l'approvisionnement de l'ensemble, pas plus. Damien, les mots de la fin pour vous? Oui, enfin pour répondre à cette question, effectivement, de toute façon, la relocalisation ne va pas suffire à elle-même souvent à nourrir des bassins métropolitains. Donc, certainement. Est-ce qu'elle nourrit au moins mieux les paysans? En principe, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière ces projets, il y a toujours l'idée de mieux partager la valeur ajoutée au long de la filière et donc effectivement mieux rémunérer les agriculteurs. C'est au moins la vertu de ces projets alimentaires territoriaux, parmi d'autres. Une autre est évidemment aussi des innovations politiques qui sont souvent très intéressantes parce que ça va amener des parties prenantes dont on n'a pas l'habitude de voir autour d'une table, c'est le cas de le dire, pour parler de l'alimentation, en l'occurrence des consommateurs, des producteurs, mais aussi des gens de la recherche ou autres, à venir justement innover d'un point de vue de gouvernance pour imaginer l'alimentation sur un territoire. Oui, et ben voilà, merci.